à l'heure. Et le quatrième intervenant est Salim Béchiri, qui est CEO de Realistic Security. Cyberattaque le jour d'après, c'est un titre de science-fiction. C'est vous qui avez choisi le sujet. Pour commencer. Ok. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors, j'ai choisi ce thème en quelque sorte par une sorte de manipulation par les organisateurs. Ils ont voulu parler des cyberattaques, des cyberincidents, des incidents de sécurité en parlant du jour d'après. Mais je vais parler du jour d'après, mais surtout du jour d'avant. Je vais utiliser un langage assez simple parce que je considère la sécurité, en fin de compte, c'est une histoire de bon sens. J'espère qu'à la fin, on arrivera à appeler c'est du bon sens. C'est pas compliqué en termes d'approche. Ce qui est complexe, c'est la technologie. Mais ça, on s'en fout, c'est à la fin. Ce qui est important, c'est l'approche. L'approche, c'est du pur bon sens. Alors, pour préparer la présentation, j'ai commencé par un petit sondage que j'ai fait sur LinkedIn. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont joué le jeu. J'ai eu un très beau taux de participation par rapport à ça. On va l'accepter. Alors, la question, c'était quoi? C'est est-ce que vous considérez que tôt ou tard, votre entreprise ou votre organisation va être impactée par une cyberattaque réussie? Vous aurez un incident de sécurité. Entre parenthèses, il y a des amis, il y a certains spécialistes aussi qui m'ont dit peut-être qu'il fallait ajouter quelque chose, c'est que le principe que le fait de ne pas détecter quelque chose, de ne pas détecter un incident, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'incident. Là, je considère que c'est un peu poussé en matière de maturité, en restant fidèle à notre nom réalistique. Ici en Algérie, est-ce que vous croyez il va dire, ok, je vérifie les logs, je suis en train de voir la supervision TAI, je ne vois rien, mais bon, je vais chercher encore, peut-être qu'il y a un attaquant que je n'ai pas vu. Ça m'étonnerait, s'il y en a quelqu'un qui pense comme ça, j'aimerais le rencontrer, ça ferait plaisir, mais restons réalistiques, ce n'est pas un problème actuellement chez nous. Alors, les résultats sont intéressants. Vous avez 2 tiers qui sont catégoriques, sûrement. C'est simplement une question de temps. J'aurai tôt ou tard un incident de sécurité. Vous avez un quart qui dit peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura un incident, peut-être pas. C'est à discuter. Il y a les 8% qui sont aussi catégoriques, non, je ne crois pas, il n'y aura pas un incident de sécurité chez moi. Alors, tout en respectant la vie, je leur dirai que Dieu ait pitié de vos âmes. J'essaierai quand même de les convaincre tout au long de la présentation. Le non catégorique est dangereux. Alors, déjà commençons par cette question. Alors, est-ce que vous, surtout les gens qui ont dit non ou là peut-être, est-ce que vous croyez que ça n'arrive qu'aux autres, ce genre d'incident de sécurité? Et ces autres-là, généralement, sont beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus robustes que vous. Alors, commençons par quelque chose qui a été ressassé plusieurs fois. C'est l'histoire SolarWinds, FireEye, Microsoft, les agences gouvernementales. C'est Bilal m'a fait gagner du temps en expliquant en détail comment c'est passé. Malgré que certains détails restent bizarres, cette histoire de toujours, c'est la faute aux stagiaires. Cette histoire de mot de passe SolarWinds 1, 2, 3, peut-être. Ou de l'autre côté, il y a 1000 membres de l'équipe d'intrusion qui a préparé pendant des mois cette intrusion à grande envergure. Mais bon, si on arrive à ce résultat, les Américains ne vont pas dire que c'est un petit groupe qui a fait ça. Ça doit être sûrement 1000, 3000, 4000. Mais bon, on en saura peut-être un peu plus dans les années à venir. Vous avez aussi actuellement qui fait le buzz, c'est le hack, c'est les vulnérabilités découvertes sur le serveur de messagerie de Microsoft. Oui, je crois, ça a démarré avec 150 000 compromissions. Les gens commencent à patcher, ça descend un petit peu. Quand je dis ça, c'est que la question principale, ça arrive à FireEye, ça arrive à Microsoft, ça arrive à tous
tous les éditeurs, je présume Sophos aussi peut-être, hein. Ça ne peut pas arriver à vous. Alors, il y a une vague de ransomware qui a touché aussi il y a quelques semaines les hôpitaux français, où c'était un état d'alerte maximal, où il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu des dégâts, j'espère que non, de perte de vie humaine, mais ça a bloqué, ça a perturbé complètement un ensemble d'hôpitaux. C'est une attaque ransomware. Bien sûr, le ransomware, c'est la mode actuellement chez les attaquants. Ça fait gagner de l'argent, c'est rapide, c'est réutilisable. Vous avez là, ce n'est pas uniquement un PC chez l'admin ou l'ingénieur qui est touché. Je crois que c'est des clients qui sont arrêtés, ils ne peuvent pas avancer parce que tous les postes sont chiffrés. Alors, j'aimerais qu'on n'oublie pas tout ce qui est SCADA, tout ce qui est système industriel. On ne communique pas trop sur ça, mais quelque chose qui a été médiatisé. Je n'utilise que les news qui ont été repris par les mass médias. Ce n'est pas uniquement chez les spécialistes, c'est une attaque du réseau, je crois, électrique de l'Ukraine. Bien sûr, on comprend qui est l'instigateur d'après eux, qui a perturbé fortement la distribution de l'énergie. Et la dernière, très intéressante, je ne sais pas, est-ce que c'est... Il y a des dégâts réels, là, c'est le hack d'une start-up, d'une société qui délivre de la surveillance à travers des webcams. Et parmi ses clients, vous trouverez Tesla. On a pu enfin voir à quoi ressemble l'usine de Tesla. Il y a des prisons. On a vu comment ça fonctionne pour les gens qui n'ont pas visité. Ça permet de voir. Il y a des écoles. Il y a plein de clients de cette start-up qui ont été touchés. Alors tout ça pour dire, avec tous ces compromissions, tous ces incidents réels qui sont tellement graves, qui sont remontés chez les mass médias, on se dit, ça peut ne pas m'arriver, ou les 8%, je ne crois pas. Ça serait étonnant. Alors, et cette réalité, et la tendance, elle est vraiment confortée par les statistiques. C'est un des stats qu'on trouve, celui-là c'est de CrowdStrike, c'est l'évolution en termes de type d'attaque. Vous avez les attaques ciblées, vous avez tout ce qui est cybercriminel, vous avez une non identifiée, et ça c'est intelligent parce que l'attribution est un vrai problème. On ne peut pas dire après une première investigation, c'est cet état, cette technique a été utilisée à tel objectif. Ce n'est pas évident. Mais ce qui est confirmé, on voit ça explose en termes de cybercriminalité. Les attaques ciblées, entre États ou entre agences, sont toujours là. Il évolue dans le temps. Et on parlera aussi de tout ce qui est ransomware. Ça, si je me souviens bien, c'est une boîte qui s'est spécialisée dans l'intermédiation entre les victimes et les maîtres chanteurs, les gens qui attaquent à travers les ransomware et demandent des rançons. Cette société va négocier, va régler le problème. Alors, elle a des données de première main. Vous voyez l'évolution en termes de rançons payées. Alors, on dit souvent que 2020, c'était exceptionnel en termes d'attaques, en termes de ransomware, d'incidents de sécurité. Alors, certains spécialistes disent que 2022, on va dire 2021, c'était vraiment exceptionnel. Autrement dit, ça ne va pas s'arrêter. Alors, à quoi ça ressemblerait le jour d'après? Je ne sais pas si des gens ont subi des incidents de sécurité, disons, ils ne sont pas obligés de lever la main, hein, mais ils savent quelque chose. Commençons par, pour moi, le plus anecdotique et le moins pire. C'est tout ce qui est d'effacement de site web. Ce n'est pas bien pour l'image de marque, ça fait mauvaise presse, mais ce n'est pas énorme. Vous trouvez quelque chose le matin en arrivant à votre bureau, là on vous appelle la nuit, vous avez votre site web qui a été déformé, on met quelque chose, des messages. Il y a des sites même, c'est pas secret, qui listent tous les défacements, qui a défacé, qui a revendiqué le défacement, où il est hébergé le serveur qui a dépassé, et qui a été défacé, et plein d'exemples. Vous avez aussi
Ici en Algérie, beaucoup d'administrations, beaucoup d'entreprises qui sont touchées par du ransomware. Et là, il y a même qui, comment dire, c'est que vous aurez une mauvaise publicité même sur Internet. Maintenant, le groupe Maze communique à travers des tweets. Si vous ne réagissez pas à leurs demandes, ils vont commencer à balancer vos fichiers sur Internet au compte-gouttes. Et le jour d'après, pour moi, le plus rencontré, c'est ça. Moi, attaqué, jamais entendu parler. On n'en dit rien, malgré que tout le monde sait que telle entreprise a été attaquée. Mais honnêtement, je comprends ce comportement. Quand une entreprise, une organisation subit un incident de sécurité, on ne comprend pas que c'est normal, que l'important c'est de réagir rapidement, c'est d'essayer de régler le problème. Ça fait que généralement on ne communique pas, en plus il n'y a pas d'obligation à le faire pour le moment. Alors, après un incident de sécurité, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le processus est assez connu depuis des années, depuis des décennies peut-être, théoriquement bien sûr. Vous avez des process du NIST, du SENS, de chaque boîte de sécurité qui produit son processus de réponse à incident. Nous, par exemple, on utilise quelque chose d'assez parlant qui s'inspire de ces standards-là. Vous avez un cycle d'intervention où il y a une phase préparation extrêmement importante, mais toujours délaissée. Vous avez tout ce qui est identification, endiguement, éradication, rétablissement, reporting et conclusion. Pour la partie préparation, on essaie déjà de délimiter le périmètre critique où il faudra agir rapidement, faire en sorte que lors de l'intervention, on va aller vite. Pour la partie identification, c'est essayer de voir ce qui s'est passé d'une manière globale, sans s'éterniser dans l'identification, parce que l'important c'est aller de l'avant. La partie endiguement, c'est en fin de compte arrêter ou contenir la propagation de l'incident dans l'infrastructure, et ça, il faudra être efficace. L'éradication, c'est en fait, c'est éliminer la menace. S'il y a un attaquant qui est dedans, le faire sortir, couper ses accès. Si vous avez du malware, c'est désinfecter, faire du reverse engineering poussé pour pouvoir mettre ce qui est nécessaire pour éradiquer la menace. Rétablissement, ce qui est important, c'est revenir au fonctionnement normal. Et enfin, tirer les conclusions de cet incident et alimenter le cycle de préparation. Alors, ça, c'était le jour d'après. Mais pour moi, ce qui est important, c'est le jour d'avant. Pourquoi attendre de subir un incident de sécurité pour réagir? Or, on sait, on va le subir. Alors, imaginez pour un moment qu'on a une machine à remonter le temps. Ça, on a un incident de sécurité, on arrête tout et on revient. En quelque sorte, on l'a. Je vais faire une petite philosophie. C'est vous avez votre futur et votre présent. Les gens qui ont dit sûrement je vais avoir un incident de sécurité, ils ne vont pas revenir sur la déclaration. Votre futur, vous aurez sûrement une compromission. Actuellement, alhamdoulilah, j'espère que vous n'avez pas de compromission. Vous pouvez agir sur votre futur sur deux choses, sur deux aspects extrêmement importants. C'est réduire la fréquence des incidents, on ne peut pas dire éliminer, il y aura toujours des incidents, mais réduire la fréquence. Il y a une grande différence entre avoir des incidents, 3-4 incidents par année, et un incident chaque 3-5 ans. Et aussi, s'il y a un incident, minimiser tout ce qui est dégâts potentiels. Comment faire? Alors, pour réduire la fréquence des incidents, ce que nous savons par rapport aux attaquants, quels sont les attaquants qui vont justement provoquer l'incident de sécurité? Il y a plusieurs catégorisations qu'on trouve. Moi, j'ai choisi celle-là. Vous avez en bas de la pyramide ce qu'on appelle les amateurs, les script kiddie, les gens qui ne sont pas vraiment experts, qui n'ont aucune expertise réelle. Et vous avez tout ce qui est accident, les mauvaises manipulations de l'interne ou de l'externe qui vont provoquer des incidents de sécurité.
Les amateurs des scripts kiddie vont utiliser des malwares qu'ils trouvent, des scripts qu'ils trouvent sur Internet. Les plus malins d'entre eux, ils vont essayer de modifier un petit peu pour essayer de passer, mais ça restera des amateurs. Vous avez les cybercriminels, ou là, le personnel interne, qui est équivalent en termes de nuisance. C'est des gens qui bossent pour l'argent, qui sont des mercenaires en fin de compte, qui vont aller jusqu'à peut-être développer des zero-day, des vulnérabilités exploitables non connues auparavant. Le personnel interne, malgré qu'il n'est pas expert par rapport à ses privilèges ou à la confiance qu'il a dans l'entreprise, dans l'organisation, toute action qu'il va mener d'une manière malveillante va avoir des dégâts équivalents à un cybercriminel. Vous avez après tout ce qui est groupe de cybercriminels. Là, c'est du crime organisé. C'est des gens qui ne font que ça. Je ne sais pas si certains de vous ont vu des rapports de threat intelligence, des sociétés qui infiltrent les forums des attaquants. En termes d'organisation, c'est énorme. Vous avez tout ce qui est management, vous avez tout ce qui est gestion des finances, vous avez développeurs, vous avez tout ce qui est commercialisation pour vendre les services du groupe pour d'autres groupes. C'est extrêmement organisé. Là, c'est sûrement du zero day, de la personnalisation, c'est une machine à attaquer. Enfin, ça ne nous concerne pas, vous avez tout ce qui est État et agence. Là, c'est full spectrum, c'est aucune limite en termes de moyens. Là, on a eu une petite anecdote, je le dis souvent, c'est les révélations Snowden, il y avait un document de l'NSA. Alors, le journaliste a présenté ça à des ingénieurs de Deutsche Telekom, si je me souviens bien, c'était une cible. Alors, il défilait les slides et à un certain moment, il y avait un slide, les noms des ingénieurs, c'est des simples ingénieurs, mais qui géraient les routeurs core de Deutsche Telekom. Ils étaient mis comme target. Alors, imaginez, vous vous retrouvez comme target de la NSA. Ils n'ont pas un problème personnel avec vous, mais vous détenez quelque chose qui est important. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes ciblé par ce genre d'organisation, ce n'est pas uniquement de l'intrusion technique, ce n'est pas uniquement de la technique, mais même tout ce qui est human intelligence. Alors, ça, on connaît un petit peu leurs attaquants et on connaît leur mode opératoire. En face, comment ils font-ils? Il y a plusieurs publications qui documentent la manière de faire des attaquants. J'ai choisi celle-là, elle vient d'un rapport annuel très apprécié. Normalement, c'est un must-read pour tout spécialiste de sécurité du Verizon. Alors, là, ce qui est intéressant, il parle des techniques utilisées pas par les attaquants, par les incidents de sécurité qui se sont produits, comment ça s'est passé. Ça, c'est de la réalité, du terrain, ce n'est pas uniquement de la théorie. Et ce qui est intéressant, là, c'est l'évolution. Ils sont très créatifs, ils sont agiles, les attaquants. Quand quelque chose ça marche, ils y vont à fond. Quand ça ne marche pas, quand les éditeurs, quand les spécialistes arrivent à arrêter quelque chose, ils changent de technique. Alors, si on connaît quels sont nos attaquants, ça c'est un exercice de threat modeling, de modélisation de la menace à faire, c'est important. Moi, en tant qu'organisation, en tant qu'administration, où n'arrêtent les attaquants? Je ne vais pas me protéger contre une catégorie de menaces qui n'est pas pertinente pour moi, qui a ses propres modes opératoires. Un mode opératoire va impliquer une manière de se protéger. Je dois faire l'exercice nécessaire d'identifier la menace. Je vais me protéger contre qui? Alors, une fois fait, je sais que chacun a ses modes opératoires. Après, la sécurité, c'est une histoire de réduction de risque, ou là, autrement dit, j'aime parler d'élever la barre. C'est mettre les moyens de protection minimale et commencer à monter. Pour élever la barre, ce n'est pas un amateur, ce n'est pas le premier venu qui va essayer quelque chose et qui va vous breacher. Ce n'est pas un cybercriminel solitaire qui va utiliser une technique connue qui va arriver à vous poser un incident de sécurité. Vous essayez d'élever la barre, ça serait non réalistique de viser État, agence, là c'est un autre problème. L'élever un petit peu pour éliminer toutes ces menaces-là
par rapport à ces modes opératoires. Et là, ce n'est pas vraiment la mer à boire en termes d'approche. C'est du basics, corriger les vulnérabilités. Les vulnérabilités, c'est des possibilités d'exploitation immédiate. Ils sont connus, il y a même les codes d'exploitation qui sont disponibles. Eh bien, éliminez-les. Il y a quelquefois des difficultés par rapport à la non-compatibilité avec certaines applications, certains systèmes, mais ça se règle. Mais le principe, c'est éliminer de facto ceci. Vous avez aussi tout ce qui est hardening, renforcer tout ce qui est configuration, filtrer, segmenter, gérer les accès, déployer des solutions de sécurité qui répondent à vos besoins. Faites tout ce qui est éducation et sensibilisation. Si vous faites ça, vous éliminez une grande partie des attaquants. Ça sera de la nuisance pour vous. Vous sortez en fin de compte d'une zone que j'appelle une zone d'humiliation. C'est un amateur ou un cybercriminel solitaire qui arrivera à vous mettre à genoux. Alors, on a parlé de réduire la fréquence. Avec ce qu'on vient de faire, on va réduire énormément la fréquence des incidents. Là, on va essayer de minimiser les dégâts potentiels après une cyberattaque. Il ne faut pas leur laisser le temps. Là, je mets uniquement ce slide-là. Il est de RSA, de Société de cybersécurité. Je vous passe les détails. Les attaquants, ou une attaque, elle a des phases, généralement, elle passe par ces phases-là. Alors, il faudrait réduire au maximum le temps de détection. Si on voit les moyennes mondiales, je ne parle pas de l'Algérie, de détection d'une menace, c'est 250 jours à peu près. Les plus matures, c'est quelques semaines. Les quelques semaines, ou la pire, les quelques mois, où vous n'avez pas vu l'attaque, l'attaquant a pu s'installer, a fait sortir ce qu'il voulait sortir, a implémenté ce qu'il voulait implémenter dans votre infrastructure, et le jour où vous aurez détecté la menace, si vous la détectez, ça sera foutu. Le challenge, pour minimiser les dégâts d'un incident de sécurité, c'est détecter rapidement et réagir efficacement. Et là, comment on le fait? C'est l'abri qui vient au-dessus, c'est parce que la protection always fails. On va mettre tout ce qu'on veut en matière de protection, il y aura toujours des attaquants qui vont passer. Le défi, c'est de détecter et de réagir. C'est avoir de la visibilité, savoir ce qui se passe sur mon infrastructure, ce qui circule dans mon réseau, savoir quel est le comportement normal, anormal de mes utilisateurs, détecter les IOC, c'est vrai, les indicators of compromise, mais aussi les indicators of attacks. Si j'ai une préparation d'attaque, ça serait intéressant, c'est du bon sens de détecter l'entrée dans mon serveur, dans mon application, dans mon infrastructure, avant que ça soit réalisé. C'est à travers les indicateurs d'attaque. Et aussi réagir aux incidents et apprendre et améliorer. Le retour d'expérience par rapport à la réponse aux incidents, c'est qu'on perd, en fin de compte, c'est le client qui perd un temps fou, la phase qu'on a vue préparation. On arrive sur le lieu, il n'y a rien de documenté, personne ne sait qu'est-ce qui se passe, avoir trouvé les bonnes personnes, pour après quelques jours commencer à traiter l'incident de sécurité, c'est flagrant comme fail. Alors, c'est le dernier slide. On dit que trompez-moi une fois, c'est shame on you. 2 fois, c'est ma faute. J'ai osé, j'ai mis hack me once. Ça peut arriver à tout le monde, je suis hacké, mais je suis hacké de la même manière 2 fois. Vous lisez ce que j'ai dit. Merci de votre attention.